Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Peut-on fêter la loi sur la fin de vie? Le cornu et les macronards, terrorisés par les réseaux sociaux. Nouveau tour de vis. Et interview exclusive de Philippe Murer, sortir de la soumission. Avant de traiter ces infos, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, JP Poignant, Hélène Fabre-Valette, Polo Gonsalves, Marie de la Côte d'Or et Yann Penaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression, en ces temps de shadowban. Alors comment faire? Eh bien, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Loi sur la fin de vie au Sénat. En adoptant la motion de rejet sur l'aide à mourir, le Sénat réaffirme son opposition à cette loi sur la fin de vie et demande officiellement au Premier ministre Sébastien Lecornu de suspendre l'examen du texte. Hélas, ce rejet du Sénat de la loi sur la fin de vie n'est que temporaire. Le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Fin de vie, le 15 juillet. L'Assemblée nationale aura le dernier mot, donc procédure constitutionnelle en cas de désaccord avec le Sénat. Le gouvernement a confirmé ce calendrier. Le vote sera solennel et définitif, sans possibilité de nouveaux amendements. Et quand on y pense, Macron, ce sont les Gilets jaunes en 2019, Benalla, la corruption, Alstom, McKinsey, etc., les DPE, les ZFE, le pass sanitaire, les confinements, la retraite à 64 ans, l'appauvrissement généralisé des Français, la désindustrialisation, l'explosion des impôts, l'endettement record, l'ensauvagement, la guerre, la destruction de l'hôpital, la loi sur la fin de vie, la censure. Le règne de Macron est un long cauchemar, fort chour. Mais avec cette loi sur la fin de vie, les macronistes peuvent festoyer. Attention, ce n'est pas une métaphore. Fiche de renseignement de réservation, de transport, hébergement. Dans le cadre de l'adoption de la loi relative au droit à l'aide à mourir, vous êtes convié, en tant que membre de la Convention citoyenne sur la fin de vie, à un cocktail de célébration le 15 juillet à 20h à Paris. Après, j'irai cracher sur vos tombes, les macronards, festoient sur les cadavres. L'indignité, la monstruosité, c'est leur marque de fabrique. Jean-Frédéric Poisson. Le ministre organise le 15 juillet au soir un pince-fesse pour fêter la légalisation de la fin de vie. Sébastien Lecornu annulé cette danse macabre. J'ai consacré de nombreux entretiens sur la loi de la fin de vie et notamment des interviews de Franck Zégé. On avait donc dénoncé avec Franck cette rupture anthropologique. Et cette célébration vient confirmer nos pires craintes. Pourquoi les macronards célèbrent-ils la mort? À chaque fois que vous avez ce genre d'attitude, vous retrouvez la même cause. L'intérêt, sale, rampant, bien gras. Eh oui. Dans un système collectiviste comme le nôtre, le patient ne finit plus que par être considéré que comme un centre de coût. Et quand la situation économique se dégrade, cela conduit inévitablement à réfléchir aux moyens de réduire ce coût. Suite à cela, je lui fis remarquer, le jeu est Stanislas Berton, qu'un système de soins collectiviste comme le nôtre ne pouvait fonctionner que s'il reposait sur l'éthique chrétienne qui contrebalance cette logique de coût par la dignité absolue de la personne humaine et la défense irréductible de la vie. Et oui, son interlocuteur a reconnu qu'il avait raison. Il faut également rappeler qu'il n'y a pas suffisamment de centres palliatifs en France. Autrement dit, la fin de vie va être proposée faute de solutions, et notamment aux plus démunis. Une discrimination horrible et surtout anticonstitutionnelle. Gérard Larcher annonce qu'il saisira le Conseil constitutionnel sur la loi instaurant l'aide à mourir. Le président du Sénat estime que ce texte qui légalise
la fin de vie et ouvre la voie au pire des dérives, soulève de très graves questions. Tout montre donc que cette loi est un authentique sacrilège. Comprenons le mot. Cette loi remet en cause les fondements de notre civilisation humaniste chrétienne. C'est la raison pour laquelle les hommes de foi montent au créneau. France catholique. Selon le calendrier annoncé, les députés devraient se prononcer le 15 juillet sur la proposition de loi sur la fin de vie. L'évêque de Bayonne, Monseigneur Maillet, invite les parlementaires catholiques à un examen de conscience. Les députés favorables à la loi sur la fin de vie ne pourront plus communier. Suite à cette communication de l'Église catholique, la truelle vient vomir sur les réseaux sociaux, sur les prêtres et sur les fidèles. En la personne de Raphaël. Mais si, vous savez, Raphaël, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il était philosophe. Oui, quelqu'un qui m'a dit. Raphaël Enthoven, bien évidemment. Ce sera l'occasion de voir si Dieu entend et exauce les prières. Oh, de l'ironie, j'adore. Raphaël Enthoven joue les Voltaire de cours d'école. Pas de transcendance chez lui, non, non, que des intérêts. Rappelez-vous, c'est quand même ce philosophe qui a piqué la copine de son père, Carla Bruni, et la chanson Quelqu'un qui m'a dit, frappé sa femme enceinte, la source c'est son ex, Justine Lévy, la fille de Bernard-Henri du Beau Monde, et vendu son âme à Emmanuel Macron. C'est ce même philosophe qui psychiatrisait, tel un soviétique dans les années 60, les non-vax pendant la pandémie, les qualifiait de cons et chantait les louanges du Big Pharma, société multirécidiviste. Ah, la science chez Rafa, elle est sonnante et trébuchante. Oui, c'est laid, un vieux philosophe aigri. Allez, on va passer à autre chose. Ah non, j'allais oublier quelque chose. Monsieur Rivotril a fait bien voter ses députés. 16 députés Horizon, donc sous Édouard Philippe, ont voté la loi sur la fin de vie. Quel hasard! Il n'y a pas de doute, tous ces macronards sont affreux, sales et méchants. Il faut donc quelque chose pour les débarbouiller, pour les rendre acceptables, voire les déguiser en gentils. Cela s'appelle le journalisme. Leur hantise, c'est d'être démasqués par les réseaux sociaux. Ah, la terreur des réseaux sociaux. Ils sont prêts à tout pour museler la liberté d'expression. Voyez cette mascarade au Sénat entre Claude Malhuret et Lecornu. Interrogé par Claude Malhuret, Horizon, Édouard Philippe encore, sur le risque de prolifération de contenus politiques créés ou modifiés par l'intelligence artificielle durant la campagne présidentielle, le premier sinistre a annoncé une réponse législative. Non, non, ce diable de Lecornu n'était pas au courant de la question d'un membre de Horizon au Sénat. Il l'a découverte. Mais quel cirque, sa réponse. Il faut créer définitivement cette commission d'information du public. En clair, ce qu'on est capable de faire à haut niveau dans le cadre d'une campagne, avoir quelque chose qui soit désormais permanent et que l'ensemble de la presse, des juges, des élites, de la population. Oh, objectif affiché, tripler les peines jugées aujourd'hui pas suffisamment dissuasives. À un an de la présidentielle, le sujet est explosif. Qui décide ce qu'est un faux contenu? Sur quels critères? Et avec quels garde-fous pour éviter que la lutte contre la désinformation devienne un outil de contrôle du débat public? Les garde-fous, ce sont les fous eux-mêmes, les macronards. Je voudrais quand même rappeler quelques vérités. Combien de fois j'ai été accusé de complotisme alors que les informations que je vous livrais étaient factuelles? Prenez l'affaire Geffrey. Pendant des années, on a expliqué que Geffrey était un criminel sexuel sur enfant. Eh bien, les fact-checkers nous accusaient de complotisme, jusqu'à ce que l'affaire explose. On avait également expliqué que Geffrey était comme un poisson dans l'eau dans Paris, il n'était pas inquiété par la justice. Complotisme! Eh bien, le Parisien, il y a quelques jours, a bien révélé que Jeffrey Epstein n'avait pas été inquiété par la justice française. Et ainsi de suite. Prenez l'affaire Brigitte, lorsqu'on avait expliqué qu'il y avait une différence d'âge qui posait problème, que le petit Manu était mineur. Complotisme! Non, c'est évidemment factuel. On a compris.
Les macronards veulent avoir le monopole de la désinformation. Et là, il y aurait du boulot avec le poudré. Le cornu veut poursuivre les faux contenus sur X. Il a du boulot avec ses propres troupes. Et nous savons tous que la presse n'est pas objective lorsqu'il s'agit des leaders de l'opposition. L'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen, Régis de Castelnau sur Tocsin. J'ai eu des discussions avec Marine Le Pen qui me reconnaissait, pas de la même famille politique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui me reconnaissait une certaine fermeté, une certaine capacité d'analyse juridique à ce sujet. C'est une de mes lectrices, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et oui, Régis de Castelnau soulève ici une question juridique très pertinente. D'autant plus que la logique du parquet contre Marine Le Pen devrait le conduire à requérir la condamnation de quasiment tous les députés et anciens députés. Pourquoi ? Le parquet soutient en effet qu'affecter un assistant parlementaire à une autre tâche qu'assister le parlementaire dans son travail parlementaire constituerait un détournement de fonds publics. Toujours selon le parquet, avoir un assistant très rarement présent au Parlement européen serait donc un détournement de fonds publics. Or, quasiment tous les députés français ont des assistants en circonscription qui ne réalisent donc aucun travail parlementaire. C'est un fait notoire et très facile à prouver. Donc si la lecture de l'article 432-15 du Code pénal par le parquet et la Cour d'appel est exacte, il faut poursuivre et faire condamner quasiment tous les députés et anciens députés sous la seule limite de la prescription de 6 ans. J'avais soulevé ce problème l'année dernière, je suis très heureux de voir que l'expertise de Régis de Castelnau confirme mes soupçons. Car enfin, à l'étranger, où vous voyez des juges juger le travail des assistants parlementaires de leurs adversaires politiques de surcroît. Et la raison en est simple, il y a séparation des pouvoirs et on ne peut pas être juge et parti. Un juge doit, par contre, lutter contre la corruption ou l'enrichissement personnel, pas le travail politique. D'ailleurs, les Français semblent donner raison à Marine Le Pen sur cette condamnation. Mais tout de même, Marine Le Pen est au plus haut dans les sondages. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sondages ont été faits après l'annonce de sa candidature et donc, de fait, après l'annonce de sa condamnation en appel. Elle se pourvoit, elle est présumée innocente. Mais oui, d'après un sondage réalisé après la candidature de Marine Le Pen, elle serait au plus haut au second tour. 54% contre 46%, Marine Le Pen contre Édouard Philippe. 55 à 45%, Marine Le Pen contre Gabriel Attal. Et contre Mélenchon, c'est 70%, 30%. Moralité, le système fera tout pour qu'Édouard Philippe soit au second tour et se mettra en ordre de bataille pour éviter qu'un candidat hors système prenne le pouvoir. Ça va secouer très fort. Il y a peut-être une autre hypothèse. Les macronards sont en train de vider les caisses. Philippe Murer, après les 90 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne à l'Ukraine, 140 milliards d'euros d'aide via l'OTAN. Coût total pour la France, 46 milliards d'euros. Plus aucun argent pour les Français, toujours plus d'impôts pour continuer la guerre perdue en Ukraine. Et somme folle également pour l'éolien. Pour verrouiller l'appel d'offres juste avant la présidentielle, le gouvernement impose des contrats inédits et très favorables aux opérateurs au prix d'un nouveau dérapage budgétaire. Macron est en train de ruiner la France, de l'endetter, de la mettre sous la tutelle des marchés financiers. Et si Marine devient présidente, elle ne pourra qu'éponger les dettes d'Emmanuel Macron en augmentant les impôts. Diabolique. Et pourtant, il existe une alternative à cette politique européiste. Florian Philippot. Après l'énorme surprise hier soir sur TF1, Marine, désormais candidate, doit revenir au Frexit et virer les euro-bardélistes, sinon sa candidature n'aura pas plus d'intérêt pour la France que les autres. Elle sera prisonnière des traités européens. Seule la France compte. Eh oui, comme je l'indiquais il y a un instant, des solutions sont possibles. Il faut d'abord, pour les mettre en place, retrouver le goût de la fraternité, de l'union et du Frexit. Pour en parler, Philippe Murer, interview
exclusive. Bonjour Philippe Murer, heureux de vous retrouver sur ces entretiens des patriotes. Aujourd'hui, Bonjour Louis, et bonjour à tous, hein. oui, nous allons évoquer le cas de la Chine. Mais avant de commencer sur le cas chinois, on va revenir sur l'actualité puisque la guerre semble reprendre entre l'Iran et les USA. Quelles sont les conséquences sur l'économie française, cette guerre? La guerre, elle reprend, elle s'est jamais vraiment terminée. En fait, le mémorandum, je crois qu'on est d'accord, Louis, le mémorandum qui a été signé, c'était une trêve. C'était de dire, bon, bah, les Iraniens, vous laissez passer les bateaux, on laisse passer vos bateaux avec le pétrole, on fait baisser les prix du pétrole, mais la guerre peut reprendre à un moment donné. Alors, je ne pense pas qu'elle reprendra à haute intensité, mais en fait, les Américains refusent de donner la primeur à l'Iran sur le détroit d'Ormuz, refusent de dire vous êtes une puissance régionale. Et donc, bah, cette guerre ne peut pas trouver des négociations de fin et un accord sur la fin des sanctions pour l'Iran contre des inspections nucléaires et le détroit d'Ormuz ouvert. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est que on avait un pétrole qui était redescendu de façon surprenante, hein, très très rapidement à 68 dollars le baril, hein, ce qui est un niveau très très bas. C'est presque le niveau de rentabilité du pétrole de schiste américain. C'est un peu plus bas, c'est 40-50 dollars, mais c'est des niveaux planchers. Et le pétrole reprend 10% là depuis ses plus bas. Après, je pense que ça va pas aller trop loin, mais disons que le fait que le pétrole baisse fortement, ça permettait d'arrêter l'inflation, de faire baisser les prix du carburant, même si pas assez, de faire baisser les prix du plastique, de faire baisser très très fortement le prix des engrais, un peu tard hein, par rapport à la saison de plantation, mais quand même c'est déjà ça. Et là, évidemment, bah, ça va donner un coup d'arrêt un petit peu à ça, quoi. Bon, après, je pense pas qu'on va vers une guerre chaude de nouveau. L'économie américaine est trop fragile, les marchés financiers américains sont trop fragiles, Trump le sait, et il fera tout en sorte pour que le pétrole remonte pas, donc pas de guerre chaude, violente, je pense. Et est-ce que sur l'économie française, il y a des conséquences? On parle de taux d'intérêt très élevés pour la France, une panne de consommation des ménages. Oui, c'est ça, hein, il y a des taux d'intérêt élevés, ça c'est clair. En France, mais dans le monde entier, Japon, ils ont fait le record depuis je ne sais pas combien d'années. Aux États-Unis, ça monte fort aussi, ça monte en Angleterre, ça monte dans tout l'Occident. Parce qu'effectivement, bah, c'est à cause de ce problème de dette, hein. Ce problème de dette publique et de dette privée qu'il y a dans tous les pays occidentaux, de l'impasse dans lequel on est. Et donc, tous les traders, les investisseurs sur les marchés financiers se disent que ça sortira par de l'inflation. Et très probablement, en fait, la seule méthode, ça sera de bouffer la dette publique, de la détruire par l'inflation. Les pays peuvent pas se permettre d'avoir une crise financière. D'ailleurs, il y a des gens très intéressants, un économiste qui a publié sur Bloomberg en allant plus loin. Il va plus loin, il dit non seulement on ne peut pas laisser tomber la dette publique américaine, donc la Fed interviendra pour acheter avec de la création monétaire de la dette publique pour baisser les taux d'intérêt, mais ils iront plus loin, ils iront acheter les marchés financiers américains, le S&P 500, le Dow Jones, les actions d'IA, sectoriellement, pour empêcher, parce que s'il y a effondrement du marché américain comme en 2008 ou en 2000, en fait, il y a eu un effondrement économique que les États-Unis ne peuvent pas se permettre, quoi. Voilà où on est dans une situation complètement bloquée. Bon, à court terme, effectivement, ça va réduire encore la confiance qui est faible, ça va réduire les investissements des entreprises françaises qui sont déjà faibles à cause de la situation économique, à cause de l'Iran, à cause des faillites d'entreprises, hein, donc pas d'investissement, mais aussi à cause de la présidentielle française. C'est généralement des moments de coup d'arrêt à l'investissement. Voilà, il y a beaucoup de choses en place Beaucoup pour d'attentes. que la situation soit mauvaise. Et arrive en plus un autre problème à gérer, le cas de la Chine. Alors on va, pour un petit peu déblayer les relations entre la France et la Chine, évoquer l'affaire Shine et l'échec de notre gouvernement et de sa prime à 2 euros. Pourquoi la prime à 2 euros, prônée par Lescure, a été un immense flop? Alors, on rappelle que Trump a interdit Chine et Temu du territoire américain en disant que bah, ça allait détruire le commerce, l'industrie américaine. Et puis surtout, ces produits sont des produits qui ne sont pas aux normes
et donc dangereux, comme des tissus qui peuvent provoquer, voilà, qui peuvent provoquer des maladies sur les gens, qui peuvent provoquer des irritations, et plus graves, et qui sont pas aux normes. Donc c'est de la concurrence déloyale. Alors, première chose, bien rappeler que les Français sont tellement appauvris, Louis, qu'en fait, ils achètent du Temu, du Shine. C'est-à-dire qu'ils achètent des produits très bas de gamme, qui vont pas durer longtemps, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Se faire un petit cadeau peut-être à son fils, un petit jouet de très mauvaise qualité. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les Français, mais c'est quand même difficile de laisser un pays ne pas vendre à nos normes et de dire, voilà, nos producteurs respectent des normes pour avoir des certaines sécurités, et puis les Chinois peuvent vendre sans normes. Alors évidemment que la solution de taxer à 2 euros, déjà 2 euros, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est pas ça qui va empêcher, ça va juste un peu enrayer. Mais dans l'Union européenne, on voit qu'en n'étant pas souverain, bah, en fait, les produits Shine sont allés juste au port d'Anvers au lieu d'aller au port du Havre ou alors aller plutôt parce que beaucoup viennent par avion dans les aéroports voisins des pays voisins de la France et la France n'a pas le droit d'empêcher ces produits de rentrer. Donc en fait, ils ont juste fait un petit saut de puce en avion un peu plus loin, ils sont revenus en camion. Voilà, donc ça n'avait aucun sens, ça pouvait pas marcher, on le savait, ils l'ont fait et ils ont été ridicules une fois de plus. Ils ont été obligés de revenir. Alors, sachant quand même qu'il y a une chose, c'est que l'Union européenne a imposé une taxe à 3 euros hein, sur les produits Shine. Donc, en fait, finalement, il y a une taxe, on est passé d'une taxe française à 2 euros à une taxe à 3 euros européenne. Mais les circuits logistiques français y ont perdu. Il y a des aéroports, comme l'aéroport de Vatry, je crois, qui a beaucoup perdu avec cette mauvaise décision française. Oui, et c'est une illustration qu'un pays qui a perdu sa souveraineté au niveau des frontières ne peut pas grand-chose dans le concert des grandes puissances mondiales. À part faire des conneries, en fait. Faire Voilà. semblant d'agir en faisant des bêtises supplémentaires. Deuxième dossier, c'est l'industrie automobile dans l'Union européenne avec une nouvelle en Allemagne. Volkswagen veut supprimer jusqu'à 100 000 emplois. Que s'est-il passé en Allemagne? Alors, ce qui se passe en Allemagne, ça se passe dans toute l'Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que les Chinois vendaient 1 million de voitures par an, exportaient 1 million de voitures par an en 2019. Maintenant, ils sont à 6 millions. Ils ont fait x6 et ils sont devenus les premiers exportateurs mondiaux de voitures, dépassant l'Allemagne, le Japon, etc. Donc, ils sont en train de mettre une branlée à tous les constructeurs automobiles mondiaux, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, et ils ont pris 10% du marché européen. Au mois de mai, ils avaient 10% du marché européen. Pas sur les voitures électriques, hein, sur l'ensemble des voitures, en comprenant les hybrides, etc., les voitures à essence. Donc c'est une catastrophe pour l'outil industriel, l'industrie automobile européenne. Bah, là-dessus, un pays souverain comme Trump, il a mis 100% de droits de douane. Il n'y a pas un véhicule chinois qui rentre aux États-Unis. Il conserve donc de la production locale au maximum. Il sauvegarde les entreprises américaines et les salariés américains. L'Union européenne a mis des droits de douane mi-chèvre, mi-chou à 20, 30%, ça dépend, beaucoup plus faible. Et donc, du coup, les voitures continuent à passer très clairement. Et ça, bon, ça affecte beaucoup la France, mais la France avait déjà beaucoup délocalisé. Et maintenant, c'est l'Allemagne qui est touchée avec Volkswagen, BMW, Mercedes qui sont touchés, même les marques de luxe. Et donc, on se retrouve avec, en moyenne, 10 000 emplois industriels supprimés par mois en Allemagne. C'est une hémorragie industrielle. Alors, c'est pas que le cas sur l'industrie automobile, parce qu'en fait, c'est le cas sur les engins de BTP. Même problème qui est en train d'arriver et qui va être un ouragan sur les produits électriques et sur les machines-outils allemandes. C'est que les machines-outils qui étaient vraiment la qualité industrielle ultime, hein, fabriquée par le Japon et l'Allemagne principalement, et ben maintenant la Chine est en train de dépasser l'Allemagne et est en train de vendre aux Allemands des machines-outils. Voilà, donc on a une déferlante qui va ruiner l'industrie européenne, l'économie européenne, mais plus généralement au niveau mondial, hein. L'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est s'en sort pas. Les pays les plus puissants du monde que sont en termes industriels, que sont la Corée du Sud, Taïwan, le Japon, vraiment très très pointus, qui mettent tout sur l'industrie. En fait, si on accepte les exportations sur tout ce qui est lié à l'IA, sont en train de se faire détruire par la Chine, sur toutes leurs industries. Par exemple, le Taïwan exporte 40% de moins qu'il y a 5 ans sur l'ensemble des industries, hors tout ce qui est lié à l'IA. Le Japon voit sa production industrielle baisser. Donc, en fait, la Chine est en train d'écraser et de faire une politique impérialiste au niveau industriel.
Et si tu veux, on peut expliquer les raisons de leur succès aussi, hein, parce que ils ont des raisons de leur succès, mais il y a aussi une forme de déloyauté, et le monde sera clochardisé, en fait. Personne n'aura d'industrie sauf la Chine, à Et terme. tu parles de déloyauté. Quel est le point fort de la Chine? Justement, Alors la qu'est-ce Chine a qu'ils plein de points utilisent? forts. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent pour être aussi concurrentiels? Alors la première chose, c'est plein de points forts naturels, et personne ne peut leur en vouloir là-dessus, de les utiliser. Le plus grand marché intérieur du monde, avec 1,5 milliard d'habitants, avec un niveau de vie relativement élevé. Donc, en fait, quand ils développent des produits au niveau chinois, des voitures électriques, c'est d'abord pour les 1,5 milliard d'habitants. Et quand là, on en avait déjà parlé ensemble hors antenne, et quand, c'est toi qui m'en avais parlé, en parlant d'industriels français qui t'en avaient parlé, c'est que les frais de recherche et développement sont amortis sur le marché chinois, et ensuite, ça peut être vendu pas cher en Europe et aux États-Unis et dans le monde entier. Donc, énorme avantage que t'ont signalé des industriels français et qu'on voit très clairement jour après jour. L'autre chose, c'est des subventions publiques et des aides très importantes à leur industrie. Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ils veulent. Non, on ne peut pas leur en vouloir dessus. De la commande publique qui est entièrement réservée aux industries chinoises. Dès qu'ils peuvent fabriquer, ils fabriquent pour eux, hein, tout le temps. Des droits de douane et une législation très protectrice pour les producteurs chinois. C'est-à-dire que les droits de douane de l'Europe vers la Chine sont plus élevés que les droits de douane de la Chine vers l'Europe, hein. Donc, les voitures, il y a encore des droits de douane de 25%. Mais ils les ont réduits. Avant, c'était 200%, pour pas qu'il y ait une voiture étrangère qui rentre. 200%, ils avaient. Tu vois? Donc ça, Et, c'est tous et- leurs atouts. et Vas-y. puis ensuite, ils ont peut-être la monnaie aussi, il me semble, non? Tout à fait. Alors, je finis parce qu'il y a un dernier atout qui est tout à fait loyal, qui est l'État stratège. Ils ont repris, en fait, ce que faisait la France avant. La France colbertiste, la France gaulienne, c'est-à-dire la commande publique qui est réservée aux entreprises chinoises pour développer des filières et impulser une stratégie industrielle et créer des filières industrielles. Donc, tout ça, pas de problème. Ils ont tout à fait le droit de le faire et c'est comme ça qu'ils ont fait progresser leur pays. Et c'est déjà énorme et ça assure le succès de la stratégie industrielle chinoise, hein, quoi qu'il arrive. Mais par contre, ce qu'ils rajoutent, et ça c'est important, c'est la cerise sur le gâteau et qui est terriblement déloyale, c'est qu'ils manipulent leur monnaie pour qu'elle soit 40% moins chère qu'elle devrait. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent avoir un excédent commercial qui est passé de 100 milliards à 1100 milliards. Ils exportent de plus en plus et les importations ne bougent pas. Si on enlève, à mon avis, les importations d'énergie et de matières premières, les importations sont en baisse. Elles sont en baisse. Donc, ils exportent plus, ils baissent. Donc, on voit bien que c'est déloyal. Tu ne peux pas demander à faire du commerce avec les autres et à tout faire, notamment en manipulant ta monnaie, pour faire en sorte que tu vends au maximum, mais tu n'achètes rien. Voilà. Mais dans une certaine mesure, ils nous donnent c'est paradoxalement bien sûr, un modèle d'économie souverainiste. Il nous Parce que donne ce un serait modèle peut-être les... d'économie souverainiste, mais qui n'est pas gaulliste. C'est-à-dire que De Gaulle, c'est pas la déloyauté. C'est pas Ah non, bien Et sûr. La La- France, c'est pas on va écraser tous les voisins pour en tirer le maximum, on va détruire tout le monde et comme ça on sera fort. La France, c'est OK, on va se défendre, on va défendre nos intérêts, État stratège, utilisation de subventions et d'aides publiques à l'industrie, droits de douane, etc. OK, mais c'est par contre, on va pas détruire les autres. On va faire en Bien sorte sûr. que, voilà, c'est la différence. C'est là où il y a des loyautés, c'est qu'il y a une volonté, au nom de la sécurité nationale, de détruire les autres. Et dès que tu dis quelque chose, ah non, c'est notre sécurité nationale, vous pouvez rien faire. Tu vois, il y a un vrai problème. Oui, mais non, mais tu as tout à fait raison. Mais malgré tout, ils font ce que nous avons fait. On laisse de côté la déloyauté. C'est toute politique souverainiste, c'est-à-dire faire de la recherche-développement, protéger nos marchés domestiques, et évidemment trouver des partenaires pour exporter nos produits. Mais la grande erreur, c'est peut-être, était-ce dans l'imaginaire de ces mondialistes avec Pascal Lamy, de faire croire que la Chine pourrait être l'usine du monde sans qu'il y ait de conséquences. On est en train de payer, je dirais, la naïveté ou la corruption, c'est selon, de ces mondialistes en fait, Et leur incompétence, hein, leur et leur nullité. Ils incompétence. nous ont dit, voilà, on va leur vendre des avions, des produits de luxe et tous les produits à haute technologie, et eux vont fabriquer des chaussettes, de l'acier, et puis des trucs bas de gamme. Sauf que Mm. quand tu fabriques, tu montes en technologie, c'est toi qui traites le produit, c'est toi qui as les ingénieurs, et c'est toi qui prends la main mise sur le produit. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc c'est vrai que c'est la faute, tu as raison de le dire, du PS, de LR, des macronistes, c'est-à-dire de toute la classe politique et médiatique française. Parce que moi, tu vois, je me bats pour le protectionnisme en France depuis plus de
20 ans, mais 15 ans au niveau public. Vous pouvez trouver, par exemple, le sondage qu'on a réalisé, et j'en étais le chef de file avec Emmanuel Todd, Jacques Sapir, sur les Français, le protectionnisme et le libre-échange. Il faut bien comprendre que les Français avaient compris ça il y a très longtemps. Ils voulaient massivement du protectionnisme, à 70%, c'est ce qu'ils disaient dans le sondage qu'on avait fait, pendant que nos élites médiatiques, entre guillemets, c'est pas des élites, hein, c'est une caste, en fait, disaient aux Français, vous êtes des cons, il faut absolument plus de libre-échange, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ça Moi, montre la je, nullité de ces gens. oui. Moi, je me souviens très bien parce que je me bats pour la souveraineté depuis fort longtemps aussi. Et quand on défendait la souveraineté, on vous renvoyait à l'idée d'une Albanie, en fait. On voulait faire de la France une Albanie, on voulait pas échanger avec les autres. C'est-à-dire qu'ils avaient caricaturé nos positions, alors que ce que nous disions, c'était tout simplement du bon sens. Bien sûr qu'il fallait laisser un peu de libre-échange, il y a toujours un peu, mais c'est à dose modérée. Voilà, c'est-à-dire on a été inaudible par caricature. Ils le font tout le temps. En Ils fait, le tu font tout le dis, il temps. faut du protectionnisme, mettre des droits de douane de 10, 20%, d'évaluer notre monnaie, et puis ils te disent, ah ben ils veulent faire l'Albanie, ne plus rien importer. C'est pas ça. Nous, on veut équilibrer le commerce avec les autres pays. Mais ils te caricaturent et ils le font sur tous les sujets. Ils font semblant d'entendre quelque chose que tu n'as pas dit, de caricaturer ta position pour te rendre ridicule. Ceux qui sont ridicules, c'est eux. Mais plus que le système politique, le système médiatique, tu vois, parce que j'ai bien suivi cette affaire, est encore plus responsable. Messieurs les journalistes, vous êtes les responsables de la désindustrialisation de la France, honte à vous. Parce que tu sais ce qu'ils ont fait, je l'ai vu, tous les gens qui ont dit quelque chose sur le protectionnisme dans les médias ont été évacués des médias, invisibilisés. Il y a même eu des journalistes qui ont fait en 2012, juste après mon sondage, avec le sondage qu'on avait fait avec Sapir Todd, il y a des journalistes qui ont fait un livre pour expliquer qu'il fallait le protectionnisme, trois journalistes courageux. Il y avait Franck Dedieu, notamment, patron de l'Expansion. Tous ont été dégommés au niveau de leur carrière, complètement dégommés. Tu vois, donc il y a une forme de terrorisme. Si tu parles sur un sujet qui ne nous plaît pas, on te détruit. En fait, c'est quasiment, c'est du goulag social, si tu veux. C'est l'URSS à la sauce, on te tue socialement. On t'envoie pas en Sibérie, on te tue socialement. Bah, c'est ce qui se passe avec le Frexit. On est obligé vraiment de résister. D'ailleurs, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, toute petite parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu le film De Gaulle, la deuxième partie. J'ai Est-ce vu que que la tu as... première partie, mais je vais voir la deuxième bientôt. Ouais. La deuxième partie, ça te donne le frisson, justement. Et le fameux discours de Leclerc en disant, voilà, on ne recule plus. Et je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit. On ne recule plus. Et on ne se laisse plus faire, ne se laisse plus intimider, on n'accepte plus justement ce diktat. Je crois que c'est l'esprit qu'il faut avoir en tête si on veut faire quelque chose. Ouais. Excellent, Louis. Je suis tout à fait d'accord avec eux, avec toi. Il faut dire, messieurs les journalistes, messieurs les politiques, vous êtes les responsables. Et là, je voudrais alerter sur une erreur gigantesque qui est faite par le camp patriote et surtout souverainiste. C'est en fait, alors que c'est la faute, c'est eux qui ont ouvert les portes à la Chine, qui ont demandé à ce que la Chine soit dans l'OMC, qui ont accepté le libre-échange, qui ont dit qu'on était des cons parce qu'on demandait du protectionnisme. Ils sont en train de récupérer les Attal, les macronistes, l'Union européenne en disant il faut se protéger de la Chine. Et les partis souverainistes sont en train de faire une erreur majeure, n'en parlons pas, en se faisant déposséder de leur sujet, alors même que nous disions que nous voulons du protectionnisme, y compris avec la Chine, qui était en train de nous détruire, et que nous alertons depuis 15 ans, et qui nous disait non. Le débat, d'ailleurs, Florian Philippot, Macron de 2015, en fait, Florian Philippot, et moi j'étais dans le même parti, on discutait, on était d'accord, disait il faut des protectionnismes, y compris vis-à-vis de la Chine. Et Macron avait dit, mais on ne peut pas faire de protectionnisme avec la Chine, il faut faire du libre-échange pour telle et telle raison. Tu vois. Donc, ils nous ont trompés, ils nous ont trahis, et il faut qu'on reprenne ce sujet. Sinon, on est mort. On n'a pas de malveillance avec la Chine, hein, qui est un pays au niveau géopolitique qui veut la paix. Ils ont le droit de se développer, mais nous avons le droit de vivre aussi. C'est ça qu'on doit. Les Chinois ont le droit d'avoir une industrie, nous avons le droit d'avoir une industrie. Donc en fait, on sera ni vassal des États-Unis, ni vassal de la Chine. Voilà. Sinon, de toute manière, ça sera une catastrophe en France, en Europe et dans le monde entier, parce que l'industrie se déplacera inéluctablement vers la Chine. Pour revenir sur ce que tu disais sur la récupération macroniste, et en plus c'est hypocrite parce qu'il continue à signer des contrats avec l'industrie chinoise et notamment dans l'éolien.
Donc tout Tout à ça, c'est fait. Et des... puis Macron, pour les relations avec la Chine, il a pris le pire traître, euh, quelqu'un qui est totalement aligné avec la Chine, Raffarin, avec Ah ben des choses Raffarin, assez bizarres qui ont été montrées. oui, Raffarin, il faut rappeler que c'est un Young Leader China, hein, donc et C'est c'est lui ça. le responsable. Il faut pas oublier que c'est lui le responsable du laboratoire P4 de Wuhan. La Très bien vu. DGSE avait d'ailleurs expliqué qu'il fallait absolument pas délocaliser ce laboratoire en Chine pour des raisons de sécurité nationale, et c'est Raffarin qui a pesé dans la décision. Donc Raffarin, oui, oui, C'est pas c'est un drôle de l'ambassadeur de coquin. la France en Chine, c'est Oui, l'ambassadeur de la Chine en France. ouais, Enfin, exactement. ouais, donc, Très, pose vraiment très des belle problèmes. com. Mm. Et si tu veux, la réaction de l'Union européenne, c'est quoi? C'est l'Union européenne en train d'agir là-dessus. Mais elle agit comment? Bah, elle va mettre des droits de douane sur les véhicules électriques, trop faibles, donc ça ne sert à pas grand-chose. Comme elle l'avait fait en laissant tomber les panneaux solaires qui étaient majoritairement européens, qui sont maintenant majoritairement chinois, comme elle l'a fait sur tous les sujets. Elle dit qu'elle va faire de la politique industrielle, notamment dans la défense. Quand tu vois ce qui se passe à chaque fois, c'est une lutte entre les pays, ça aboutit à rien, c'est les bureaucrates qui prennent. Bon, comme pour le SCAF, l'avion SCAF, faire Oui. l'avion SCAF ou le drone européen, c'est la certitude que ça marche pas. D'ailleurs, une petite parenthèse, on vient d'apprendre que l'usine d'obus de Tarbes serait prête à disparaître. Je veux dire, on parle de disparition, alors qu'il y a 2 ans, ils nous avaient promis 1 million d'obus. Ouais. Et c'est la seule usine de corps d'obus du canon César qu'on exporte Mm. pour des milliards d'euros partout parce que c'est un excellent outil de défense. C'est d'ailleurs une des principales pièces d'artillerie française. Ils sont prêts à le mettre au bord de la faillite. On voit le niveau, voilà, absolument terrible de ces gens-là. Et l'Union européenne, pour reprendre, en fait, c'est trop peu, trop tard tout ce qu'elle fait, parce que son ADN, c'est le libre-échange. Donc c'est trop peu, trop tard. C'est des nations divisées, de toute manière, qui n'ont pas les mêmes intérêts, donc pas la même vision de la négociation avec la Chine. Donc ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné avec les États-Unis. Les États-Unis ont ridiculisé l'Union européenne, qui était, paraît-il, plus forte parce que la Corée du Sud ou que la Suisse parce que c'était un bloc. En fait, ou que l'Angleterre, en fait, on a obtenu les pires conditions du monde. On a mis à zéro les taxes des États-Unis vers des produits américains vers l'Europe et on a 15% de droits de douane, en fait, sur les produits européens qui vont aux États-Unis. Donc, ça ne fonctionne pas. Et puis, bien sûr, il y a la folie du prix de l'énergie en Europe avec l'électricité hors de prix, les panneaux solaires, les éoliennes qui brassent du vent, mais pas beaucoup d'électricité et pas au bon moment. Voilà, donc ça sera une catastrophe, tout ça, et l'Union européenne ne pourra que faire semblant d'agir, mais elle n'aura jamais la capacité d'agir suffisamment et suffisamment fort. Alors, quel peut être le message à ceux qui nous écoutent pour remédier justement à tous ces problèmes de l'Union européenne et à notre soumission aux grandes puissances que sont les Américains ou les Chinois? Qu'est-ce que tu Alors, premier, voudrais... la vision, c'est ni vassal des Américains, ni vassal des Chinois. D'ailleurs, on peut très bien jouer entre les deux, hein. Si les Américains nous embêtent trop, on peut dire qu'on va avoir les Chinois, discuter avec eux, ce qui nous donne du pouvoir de négociation. Finalement, qu'il y ait deux empires comme ça nous donne du pouvoir de négociation. Bien sûr, aller voir l'autre empire qui s'appelle la Russie, qui est un empire historique, hein, et d'avoir une énergie pas chère, c'est une autre solution. Mais surtout, le principal outil face à la Chine, en fait, ça va être ces produits chinois, ça va être, et pour aider nos producteurs, c'est de dévaluer le franc. On dévalue, on sort de l'Union européenne et de l'euro, on dévalue notre franc de 25%. Immédiatement, ça renchérit les produits chinois de 25%. Ça leur donne une difficulté pour détruire nos producteurs et ça va aider nos producteurs à exporter. Donc ça, c'est l'outil le plus simple et personne ne peut nous en vouloir. C'est ça qui est important. On peut mettre des droits de douane vers la Chine, mais ça va être pas simple et des normes techniques parce que les Chinois vont être très très durs, un peu maître chanteur. Si vous faites ça, on va vous tuer. Donc ça, c'est pas on va le faire, il faut le faire. Mais il faut pas aller trop loin. Il faut la dévaluation du franc. Donc tout ça, ça passe par le Frexit, bien sûr. Ça passe par le Frexit parce que l'Union européenne n'ira pas dévaluer l'euro. Est-ce que tu as entendu parler de dévaluer l'euro pour faire face à la sous-évaluation du yuan? Non, Jamais de la les vie. Allemands ne voudront pas. Et tu sais, les Américains, je lis pas mal ce que disent
Wall Street et les Américains, en fait, ils disent la Corée du Sud, le Japon sont ridicules, ils ont un yen hyper bas, un won hyper bas. Ben non, ils sont en train de protéger leur industrie, tout simplement. Et ça marche. Ils la protègent. Certes, ils perdent des parts de marché face à la Chine, mais beaucoup moins que les États-Unis et que l'Europe. En fait, c'est un outil formidable, la monnaie, pour pouvoir garder nos producteurs sur notre sol, quoi. Voilà. Et ça, il y a une Et, mécompréhension aux États-Unis et en Europe qui est gigantesque. et peut-être qu'il faut aussi lancer un message d'union de tous les patriotes sur ce projet Frexit et qu'on arrête un petit peu de se quereller chacun dans notre coin. Ce serait peut-être Ah, il faut. l'union Bah de... oui, sans l'union des souverainistes, on sait ça va rien donner. Les souverainistes ne feront rien. Donc c'est une chance de moins pour la France de sortir de ses problèmes et on n'avancera même pas pour après 2027. Donc c'est déprimant. Il faut absolument l'union des souverainistes pour la présidentielle, mais aussi pour après. C'est-à-dire qu'il faut que si on fasse une bonne présidentielle, tout le monde en profite. Tous les partis souverainistes en profitent, aillent ensemble aux législatives ou ensemble aux européennes suivantes, ce qui serait formidable. Mais pour ça, il faut un parti qui fédère l'ensemble des partis, qu'on ait tous le même intérêt. D'accord, les patriotes restent, Debout la France reste, pourquoi pas les mouvements politiques citoyens restent et les autres partis restent, mais on se met ensemble dans un même parti qui fédère les partis, et puis on élit notre chef dans un an et demi. Quand on aura un an après la présidentielle, on élit notre chef et les adhérents décideront qui est celui qui porte la responsabilité du souverainisme en France et qui sera notre chef pour les prochaines échéances. Eh bien, merci beaucoup Philippe sur ce message d'espoir. De toute façon, on les aura. À bientôt Philippe. Exactement. On les aura le plus vite possible, ça serait mieux.